Bonjour à tous et bienvenue dans l'art d'être parent. Je suis Guershom Abitbol, cofondateur de Link et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast dédié à la santé mentale des jeunes. Chez Link, nous avons une conviction forte. En tant que parents, nous avons un rôle essentiel à jouer pour aider nos ados à grandir sereinement dans un monde en constante évolution. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche malheureusement beaucoup trop de jeunes, c'est la consommation de substances psychoactives. Ces substances regroupent aussi bien les drogues licites, comme l'alcool, le tabac et certains médicaments, que des drogues illicites, notamment le cannabis et les drogues dites dures. L'expérimentation est une réalité chez les adolescents. Beaucoup d'entre eux testent ces substances, parfois par curiosité, par pression sociale ou pour échapper à un mal-être. Certains diront que cela fait partie du parcours de l'adolescence, mais il est essentiel d'en rappeler la dangerosité, car dans certains cas, ces consommations peuvent avoir des conséquences dramatiques, voire fatales. Quelques chiffres pour prendre en conscience de l'ampleur du phénomène. 44% des jeunes de 17 ans déclarent avoir bu une quantité importante d'alcool au cours du dernier mois. 39% d'entre eux ont déjà testé le cannabis. 5% des 16-30 ans consomment des drogues dures de manière régulière. Pour les parents, voir son enfant sous emprise est une expérience difficile et angoissante. Il n'est pas toujours simple de prévenir ces risques, ni d'accompagner un jeune qui consomme régulièrement. Comment en parler à son ado ? Comment repérer les signes inquiétants ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par le docteur Claire Morin, médecin psychiatre et cofondatrice de Link. Bonjour Claire. Bonjour Guershom. Ainsi que par un invité exceptionnel, Jérôme Adam. Jérôme, bonjour. Bonjour. Donc Jérôme Adam qui est conférencier, producteur du documentaire Tout pour être heureux et fondateur du fonds philanthropique du même nom. Il est profondément engagé sur ces sujets. Avant de commencer, Jérôme, à parler de ce sujet, je souhaitais t'interroger, toi Claire, en particulier pour comprendre ce que sont les substances psychoactives. Est-ce que tu peux nous en donner la définition ? Alors une substance psychoactive, c'est une substance qui va avoir une action, un impact sur le psychisme, c'est-à-dire sur le cerveau, donc sur la pensée et par conséquent sur les comportements. Donc, ce sont donc les produits donc, qui peuvent déclencher des changements de comportement. Exactement. Alors, on classe le tabac dans les substances psychoactives. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce qu'en fait, le tabac contient de la nicotine, qui est une substance psychoactive. C'est une substance qui va avoir un effet sur les hormones qui sont dans le cerveau, et donc par conséquent sur la façon de penser et sur le comportement qui en découle. Et alors, pourquoi les jeunes sont-ils particulièrement vulnérables à ces substances ? Parce que le cerveau de l'adolescent est un cerveau qui est en pleine maturation, c'est-à-dire qui n'a pas terminé son développement, c'est pas encore un cerveau d'adulte, et donc c'est un cerveau qui est plus vulnérable à toutes ces substances. D'accord, donc le cerveau est en évolution, en construction, C'est et donc ça. ces substances peuvent avoir un effet... Plus important. Voilà, et est-ce qu'on peut parler justement de ces effets à la fois sur la santé mentale et physique, les effets à court et à long terme que peut avoir l'usage de ces substances psychoactives ? Eh bien, tout dépend de quelle substance psychoactive on parle. Si on prend l'exemple de la nicotine, c'est une substance qui va engendrer une augmentation de la dopamine, qui est une neurohormone, ce qui va engendrer un sentiment. La personne va avoir l'impression d'être un peu plus performante, et puis après, ça va redescendre, elle va avoir besoin de consommer plus. Puis il y a aussi le côté, dans le tabac, par exemple, le côté social, la consommation avec des amis, la consommation en groupe, qui va avoir un impact, ce qui fait que cette consommation, elle va se pérenniser dans le temps. Et c'est ça aussi le problème, c'est pas forcément une consommation une fois, mais c'est la pérennisation de la consommation et les enjeux, donc à la fois effectivement sur la santé mentale et sur la santé physique. Bon, sur la santé physique, si on reprend l'exemple du tabac, on sait bien tous les cancers qui malheureusement découlent des consommations de tabac. Et puis bien sûr, la mise en danger aussi que ça peut engendrer, d'être sous l'emprise de produits stupéfiants ou Bien alcooliques sûr, quand on si conduit ou quand on peut avoir des accidents. Enfin, il y a C'est ça, aussi et puis beaucoup se mettre d'effets dans des induits. situations, les consommations par exemple de drogue dure ou même de cannabis festive, fait qu'on peut avoir des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire et se retrouver dans des situations de vulnérabilité importantes. Très bien. Et un dernier point, parce que c'est quand même un point qui est entre guillemets très tendance chez les jeunes, c'est l'usage des ballons de protoxyde d'azote qui a été très à la mode et qui continue, je crois, à être très utilisé chez les jeunes. Ça aussi, ça peut avoir des effets, Alors vrais effets sur malheureusement, le... ça c'est une catastrophe parce que le problème du protoxyde d'azote, c'est qu'en fait, ça détruit les neurones au sens propre. C'est-à-dire que c'est même pas des modifications au niveau des hormones cérébrales, c'est une lyse, c'est-à-dire la mort des neurones. Et donc les personnes développent des symptomatologies neurologiques très très inquiétantes, comme par exemple des syndromes frontaux. C'est des gens qui après vont être dans l'incapacité de travailler. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de remède à ça. Une fois que le neurone, la cellule neuronale est morte,
il n'y a pas de régénération de ces cellules. Bon, donc vous avez compris qu'on est en fait confronté à tout un tas de substances psychoactives au quotidien, d'ailleurs avec des produits qui sont complètement en vente libre dans le commerce. Et donc voilà, les dangers sont multiples. Moi, je voulais revenir maintenant sur vous, Jérôme, et notamment sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet et du documentaire que vous avez conçu? Alors, j'ai eu en fait un frère addict aux stupéfiants et à l'alcool. Donc, depuis le début, avec ma mère, on était convaincus que mon frère était malade. C'est-à-dire que pour nous, l'addiction était une maladie et que ce n'était pas quelque chose qui relevait du vice ou de la morale. On employait le mot de malade, mais on ne savait pas exactement ce que l'on mettait derrière. Néanmoins, c'est important de le signaler parce que pour nous, on a toujours été convaincus que voilà, Cédric était malade avec cette addiction. Et j'étais frappé par le regard qui pouvait être porté sur lui, où il était vu comme un bon à rien, un délinquant, quelqu'un oui, un vaurien, alors que c'était plutôt quelqu'un de très intelligent, brillant, et donc qui avait, soi-disant, tout pour être heureux sur le papier. Donc ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup marqué dans son histoire. Et puis ensuite, il se trouve que moi, j'ai perdu la vue suite à une tumeur au cerveau. Et donc, il y a eu un parallèle qui a été fait entre nos deux histoires, où on disait que lui avait choisi ce qui lui arrivait avec cette addiction, que moi, j'avais subi ma cécité. Et là aussi, j'ai toujours été convaincu que c'était un peu simpliste comme approche, et que derrière l'addiction, il y avait quelque chose, et que c'était pas aussi choisi que ça, même si, bien sûr, il ne s'agit pas d'enlever la part de responsabilité qu'à chaque consommateur. Et donc, à partir de cette histoire, j'ai voulu la raconter. J'ai travaillé avec un scénariste pour faire un film de fiction long métrage dans un premier temps. Et là, les distributeurs, les producteurs, les chaînes de télé à qui je me suis adressé, on m'a dit que ça faisait beaucoup, un aveugle et un toxico pour une seule histoire. Et donc là, on est en 2014, 2015. Et c'est un peu cette histoire que la fiction dépasse... Enfin, la réalité dépasse la fiction. Et donc, j'ai voulu rebondir et faire un format documentaire où je me suis intéressé à l'entourage et aux proches, puisque souvent, quand on parle de consommation et d'addiction, on pense à la personne addicte, mais on ne pense pas forcément à l'entourage. Et donc, j'ai voulu plus particulièrement m'intéresser aux sœurs et aux frères, en me disant, et donc là, ce sont des hypothèses de travail, en me disant que les sœurs et les frères sont des personnes auxquelles on ne pense pas spontanément. On va souvent penser aux parents, mais on va peut avoir tendance à oublier les sœurs et les frères, et quelle que soit l'épreuve dans la famille. Par exemple, je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait Marie Fugain, donc la fille du chanteur, qui avait sorti un bouquin après le décès de sa sœur d'une leucémie, où elle expliquait dans ce bouquin qu'on pensait toujours à la douleur de ses parents, mais assez rarement à la sienne. Donc voilà, donc première envie de s'intéresser aux sœurs et aux frères, pas les oublier. Et puis deuxième motivation, je me suis dit que les sœurs et les frères, c'était un public qui pouvaient être potentiellement des vrais confidents pour les consommateurs, pour les addicts, et que auprès de leurs sœurs et leurs frères, il y aurait certainement un autre discours que celui des parents. Et enfin, je me suis dit que les sœurs et ses frères, ils pouvaient être devenus des parents. Et donc, comment ils géraient cette histoire familiale? Qu'est-ce qu'ils faisaient de l'addiction qu'ils avaient connue dans leur famille? Est-ce qu'ils en parlaient à leurs enfants? Et donc, à partir de ces hypothèses-là, je suis allé à la rencontre de sœurs et de frères. Et là, à ce moment-là, je donnais des conférences en entreprise sur le travail en équipe, donc rien à voir. Mais à chaque fin de conférence, on me demandait quels étaient mes projets du moment, et je parlais de ce film documentaire. Et là, on me disait souvent faut qu'on te parle de telle ou telle famille, ou alors moi, dans ma famille, je suis concerné. Et ce qui m'a frappé, c'est que, beaucoup de monde était concerné, et deux, que ces gens se confiaient à moi, alors que ça faisait à peine 1 heure qu'ils me connaissaient. Et donc, voilà, j'ai eu l'idée, avec un réalisateur, de mettre en image toutes ces familles, toutes ces rencontres. Et donc, je suis parti à la rencontre des sœurs et des frères des personnes addictes pour produire le film Tout pour être heureux, qui a un point d'interrogation à la fin du titre. Et ce point d'interrogation est très important. C'est d'ailleurs assez prenant. J'ai regardé évidemment ce documentaire. Et en fait, on se rend compte dans les témoignages, puisqu'en fait, il s'agit vraiment d'un documentaire au format de témoignage, donc pour une grande partie, donc de personnes qui ont vécu le même parcours familial que vous, que quand ils se présentent et quand ils expliquent le parcours de leur frère ou de leur sœur, on est sur des jeunes qui sont qui étaient très épanouis sur le plan scolaire, il y en a un qui avait intégré une grande école. Il y avait pas de... On a la tendance, en effet, comme vous l'avez dit avant, à dire c'est un peu les vauriens, etc.
qui sont Les concernés par cassos. les cassos qui sont concernés. Mais non, en fait, pas du tout. On arrive dans des familles qui sont tout à fait, entre guillemets, je dirais, dans la norme, standard, ou des familles même avec un niveau social plutôt élevé, et où on va retrouver le même type de comportement. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous? Oui, alors c'était même une volonté, c'était d'aller à l'encontre des clichés et des images véhiculées, le 19e arrondissement de Paris, avec la colline du Crac, les quartiers nord de Marseille. Enfin, vraiment, on voulait sortir de tout ça et montrer que tous les milieux étaient concernés. Et alors, ce film, quand il est sorti en salle sous forme de ciné-débat, je suis allé dans des quartiers, notamment à Toulouse, le quartier des Isards. Je suis allé à Rouen avec des projections auprès de publics précaires. Et alors là, j'ai eu des retours que j'avais pas du tout anticipés, en fait. Et ça m'a vraiment frappé. C'est que ces publics précaires m'ont remercié, et enfin, ont remercié le film, l'équipe, parce que ils avaient vraiment le sentiment d'égalité et de parfaite inclusion. Et il y a quelque chose que j'avais absolument pas imaginé, c'est à quel point ils pensaient qu'ils étaient les seuls à être concernés par l'addiction et que des milieux privilégiés étaient préservés de ça. Ça en dit long sur les clichés qui sont envoyés et sur l'enfermement que ces personnes qu'elles vivent, les cases dans lesquelles elles se mettent. Et donc ces publics précaires m'ont fait vraiment ce genre de retour en disant que le film renvoyait à une image de parfaite inclusion, de parfaite égalité, et puis que certaines d'entre elles, ces personnes, n'avaient pas imaginé finalement que les milieux privilégiés pouvaient être concernés, quoi. Et je trouve ça assez fort et dingue comme type de retour. D'accord. Et alors, c'est donc tout ça, évidemment, a eu un impact très fort donc sur la famille, donc tout le parcours autour des addictions de votre frère. Quels sont les premiers signes d'addiction que vous avez observés? À quel moment vous en êtes rendu compte? Alors, de façon générale, on peut dire que l'addiction, c'est la définition la plus simple, hein, c'est la perte du contrôle. Donc, c'est le fameux t'inquiète, j'arrête quand je veux, non, mais ça concerne les autres, moi je suis pas concerné par le problème. Enfin voilà, donc toutes ces paroles un peu banales. Quand on voit que la personne, finalement, que les états excessifs se multiplient, que ça peut être un manque de sobriété avec l'alcool ou de la défonce avec différentes substances, quand ça se multiplie et que la personne, finalement, elle prétend qu'elle fait juste ça pour s'amuser, mais que finalement ça se multiplie, qu'elle ne contrôle plus, là on peut commencer à s'inquiéter. Ça, c'est un premier signe assez flagrant. Après, il y a d'autres signes, le changement d'humeur, l'irritabilité, euh, la perte enfin, ou la fatigue et donc la perte de sommeil, certaines formes de désociabilisation aussi, où on change ses relations, on perd ses copains, ses copines. Donc tout ça, voilà, ça fait partie des signes. Je suis sûr que Claire, vous en avez plein d'autres à nous donner, mais voilà, il y a pas mal de signes comme ceci et qui se manifestent déjà quand on est dans la perte de contrôle, c'est-à-dire que quand on est en train de basculer de la simple consommation qui peut être ludique à une consommation hors de contrôle. D'accord. Et alors, à ce moment-là, dans votre donc l'entourage, donc vous et vos parents, vous avez eu des difficultés pour trouver de l'aide par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y avait, alors ça, en plus, ça remonte à il y a quand même Quelques décennies. quelques années. Donc là, on était sur un sujet qui était encore plus tabou Ouais. qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que je dirais que la Mm. parole se libère un petit peu quand même sur ces Oui, oui. sujets-là. Mais comment on faisait à l'époque pour trouver de l'aide? Enfin, est-ce qu'il en existait tout simplement? Bon, en fait, bon, la difficulté à laquelle on était confronté, qui existe toujours, c'est le déni de la part de la personne qui consomme, la difficulté d'oser en parler à l'entourage, ça subsiste. Mais par contre, ce qui a évolué, c'est qu'aujourd'hui, les structures d'accueil, d'accompagnement, de soins, elles sont davantage tournées vers la famille et pas uniquement vers le consommateur. Moi, je sais qu'il n'y avait pas forcément de consultation pour l'entourage, pour la famille. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et il faut que les familles, à défaut de toujours tout de suite trouver la solution pour la personne qui consomme, elles peuvent déjà penser à elle et essayer, elles, d'aller mieux, parce qu'un entourage qui va bien, c'est autant de chances d'aider la personne qui consomme et qui est en difficulté. Il y a des consultations qu'on appelle consultations jeunes consommateurs, ça c'est hyper important. Et donc ça, c'est pour la personne qui consomme, donc elle peut aller en parler sans forcément que ses parents, sa famille, son entourage soient au courant. Donc voilà, il y a des consultations pour l'entourage, donc ça c'est une grande nouveauté. Après, si vous allez sur Internet aujourd'hui, vous trouvez pas mal de ressources, et je pense qu'il y a aussi des groupes de parole. Et ça, on revient sur cette idée d'aider l'entourage à aller bien, à aller mieux. Moi, j'ai beaucoup de frères et de sœurs, mais de parents qui m'ont dit que voilà, ils osaient pas, mais quand ils avaient osé, ça avait été une véritable
découverte, un vrai soulagement de partager la difficulté qu'ils ont et de ne pas rester seul. Ça, c'est hyper important, ne pas rester seul. Et donc, ça peut démarrer, qui était champion des réseaux sociaux, ça peut démarrer sur du chat et des choses comme ça. Mais après, on a besoin de plus d'intimité, de quelque chose de plus confidentiel ou de visu aussi, le contact. Et bien voilà, il y a des groupes de parole qui existent. Pour en citer un, il y a Anon, AL plus loin, Anon, qui s'adresse vraiment à l'entourage, à la base des personnes qui sont dans l'alcool, mais pas que finalement. Donc, voilà, aujourd'hui avec Internet, on va les trouver ces ressources. Donc, on n'a plus le problème de connaître les ressources si on va sur Internet, mais il reste le problème d'oser franchir la porte et de sortir du déni, de la honte, de la culpabilité, qui sont des sentiments très forts dans l'entourage. Claire, je me tourne vers toi. Jérôme disait tout à l'heure, il parlait justement de l'aspect maladif. La consommation de ce type de substance, c'est classé sur le plan médical comme une maladie? Oui, ce sont considérés comme des maladies, tout à fait. D'accord, donc on reconnaît bien que l'addiction, finalement, c'est hors de contrôle, c'est une maladie ce qui nécessite un soin et une prise en charge médicale pour justement s'en sortir. Tout à fait. En fait, on dit que les addictions, c'est la rencontre entre un produit, une personne et un environnement. Et à un moment, à la croisée des chemins, il se passe quelque chose et la personne, effectivement, rentre dans une maladie. C'est d'ailleurs une spécialité. L'addictologie, c'est une spécialité à part entière. On n'est pas psychiatre et addictologue. On peut développer des compétences, mais c'est un parcours qui va même être spécialisé parce que ce sont vraiment des compétences particulières pour accompagner des maladies elles-mêmes particulières. Très bien. Alors, justement, on va revenir un peu à notre sujet des jeunes qui nous intéresse chez nous, Link, plus particulièrement, et notamment essayer de faire la différence entre l'expérimentation et l'addiction. Et là, évidemment, il y a un équilibre à trouver, où on sait tous que c'est un passage un peu quasi inévitable de tester ces substances. Beaucoup d'ados, on en a parlé en introduction avec les statistiques qui montrent que beaucoup de jeunes ont une consommation régulière, occasionnelle, mais la quasi-totalité, en tout cas, ont expérimenté certaines substances, l'alcool en particulier, qui est le plus testé, en fait, parmi les jeunes. Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que entre l'addiction et l'expérimentation, comment on se positionne en tant que parent face à ces jeunes qui peuvent avoir des envies naturelles, puisque c'est le principe même de l'adolescence, d'expérimenter des choses interdites? Et alors là, si on avait la réponse, Gershom, ça serait magnifique. Parce qu'en fait, quand j'ai fait ce documentaire, à force de creuser, je me suis rendu compte que j'étais angoissé en fait, à l'idée de revivre avec ma fille ce que mes parents et moi avions vécu avec mon frère. Et je me suis dit, donc je suis allé rencontrer plein de familles, je suis allé rencontrer des professionnels, et j'ai compris petit à petit qu'on pouvait consommer sans basculer dans l'addiction. Mais ça, pour moi, c'était hyper difficile à accepter comme idée après avoir vécu l'addiction de mon frère. Et je leur posais toujours la même question aux médecins. Je disais, bon, ok, je veux bien admettre qu'on peut consommer et que tout le monde ne va pas basculer à l'addiction. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait que certains vont basculer et pas les autres? Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je pourrais protéger ma fille et lui dire que, ok, tu vas consommer là, mais je sais que tu basculeras pas plus tard? Et malheureusement, on n'a pas vraiment la réponse à ça. La seule chose, et c'est pour rebondir sur ce que disait très justement Claire tout à l'heure, elle parlait de la rencontre entre une personne, un environnement et un produit. En fait, pour le dire autrement, il y a trois familles de facteurs à prendre en compte chez les jeunes et chez les personnes en général. Il y a la personne elle-même avec ce qu'on va appeler ses terrains de vulnérabilité spécifiques. Et ces terrains de vulnérabilité, ça peut être le stress, l'angoisse, des maladies comme des troubles de l'attention, ça peut être un traumatisme, donc tout ce qui va renvoyer à ces vulnérabilités spécifiques. Et pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple d'un couple d'amis. Quand je leur ai parlé du film, du projet de film, ils m'ont dit « Oh mais nous, avec une bonne éducation et beaucoup d'amour dans la famille, on est à l'abri de tout ça. » Et je leur ai dit « Mais attendez, en gros, vous êtes en train de dire que dans ma famille, il n'y avait pas assez d'amour et qu'il n'y avait pas une bonne éducation ou quoi ?» Et puis, ils ont appris que leur fille avait un TDAH, donc un trouble de l'attention et hyperactivité, c'est ça le H? Oui, c'est ça. Ouais. Et le médecin, l'une des premières choses qu'il leur a dit, attention, ça, c'est une vulnérabilité et c'est une source de risque pour les addictions. Ça ne veut pas dire que votre fille va forcément devenir addict si elle consomme, mais c'est un terrain de vulnérabilité et un risque supplémentaire. Je peux vous dire qu'ils ont complètement changé de regard sur le sujet de l'addiction. Donc ça, c'est les premières familles de facteurs, donc tout ce qui va avoir trait à la personne. Deuxième famille de facteurs, et encore une fois, je redis ce que disait Claire, mais un peu différemment, c'est l'environnement.
Et l'environnement, c'est est-ce que je suis dans un environnement stressant? Est-ce qu'on me fout une pression de dingue? Et vous parliez dans le film de ces jeunes qui voulaient être artistes, qui voulaient faire telle ou telle étude et que les parents ont forcé à faire HEC, ont forcé à faire telle ou telle étude. Ben ça, par exemple, et c'est pareil dans le monde professionnel avec la pression, on parle beaucoup de la consommation de cocaïne. Et donc, c'est une question de performance, de recherche de performance. Donc ça, l'environnement, ça va être cette question de pression. Ça va être aussi cette question d'accès facile aux produits, même si aujourd'hui... en fait, tout est accessible très facilement. Donc, néanmoins, bon, voilà, est-ce que quand vous organisez une soirée avec vos enfants, vous laissez vos enfants organiser une soirée, est-ce que vous êtes vigilant quand même à ce qu'il y ait un adulte au milieu d'eux s'il y a de l'alcool en circulation, par exemple? L'alcool, c'est la première drogue en France. Et je le dis d'autant plus facilement que je suis d'une famille de viticulteurs de Champagne et que j'ai compris qu'aujourd'hui, l'alcool, c'était une drogue. Et j'en consomme. Voilà, c'est pas pour autant que je pense être défoncé, addict ou quoi. Donc, néanmoins, dans l'environnement, c'est l'accès aux produits et être vigilant à comment les personnes ont accès aux produits et voir si la consommation ne dérape pas. Et puis, troisième famille de facteurs, voilà, là, on parlait des substances psychoactives. On peut aussi parler des comportements dans l'addiction. Les jeunes me parlent énormément du porno, du hasard, enfin des jeux de hasard. Donc, et ça, le troisième famille de facteurs, c'est le comportement ou le produit lui-même, parce que tous ne sont pas aussi addictogènes. On parlait de la nicotine. La nicotine est plus addictive et plus addictogène, par exemple, que la cocaïne. Mais l'incidence n'est pas la même. La cocaïne va vous défoncer, le tabac, ça va pas vous défoncer en soirée devant les autres. La conséquence pour la santé, ça va pas être la même ou pas la même sur l'échelle de temps. Donc voilà, ça c'est vraiment des paramètres. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Moi, c'est vraiment ce qui m'a été une révélation pour moi, c'est le triangle d'Olivenstein. J'ai enfin réussi à retenir son nom, donc je peux vous le dire. Donc le triangle d'Olivenstein, ça explique les 3 dimensions de l'addiction et comment finalement une personne passe de la consommation à l'addiction. Mais pour revenir à votre question, Guillaume, il n'y a pas de réponse automatique. Vous voyez, il faut être vigilant sur ces 3 paramètres-là. Et surtout, je pense qu'il faut garder le dialogue. Et je sais qu'ici, chez Link, c'est un de vos points clés et j'y souscris totalement. C'est créer le lien, garder le dialogue et ne jamais être dans le jugement. C'est-à-dire que si la personne, on voit qu'elle bascule, qu'elle consomme, qu'elle est en train de perdre le contrôle, c'est éviter au maximum d'être dans le jugement. Mais putain, qu'est-ce que tu fous? T'es en train de te foutre en l'air, t'es en train de foutre ta vie en l'air, t'es nul, t'as tout pour être heureux. Enfin, éviter toutes ces réflexions, parce que si la personne est en train de basculer, c'est bien que le comportement ou le produit est en train de lui apporter quelque chose, en fait, et est en train de compenser. Et donc, c'est plutôt de se demander quels sont les effets que tu recherches, plutôt que pourquoi tu consommes, pourquoi tu es dans ce comportement. Alors, c'est compliqué, hein, parce que quand on est face à son ado, en particulier, qui commence qu'est-ce qu'on a tendance, c'est vrai, facilement à interdire, à dire voilà, ça c'est interdit, tu ne peux pas consommer du cannabis, tu peux pas boire d'alcool parce que tu as 14 ans ou tu as 15 ans. On sait que ces jeunes qui sont en recherche de sensations fortes de manière permanente vont quand même expérimenter, et, comme nous on l'a fait pour beaucoup, que pour beaucoup d'adultes. C'est un peu le principe même de l'adolescence. Et qu'est-ce qu'on fait, Claire? On interdit? Comment est-ce qu'on en parle sans dramatiser ni banaliser en fait la consommation de ces substances? L'idée, c'est d'anticiper, en fait, d'anticiper les situations à risque pour pouvoir en parler et expliquer les risques. C'est-à-dire que oui, effectivement, à l'adolescence, on veut tester les limites parce qu'on est en train de créer son identité, mais aussi parce que comme le cerveau n'est pas complètement mature, il y a une surstimulation et une recherche de surstimulation, d'émotions fortes. Et évidemment, ça, on le retrouve notamment au travers de l'utilisation de produits psychoactifs. Et puis avec le côté aussi, bien sûr, sociabilisation qui va avec à cet âge-là. C'est l'anticiper, d'en parler avec son enfant qui rentre dans l'adolescence en lui disant, même à table, tout simplement, les repas de famille, il y a de l'alcool, la plupart du temps, dans un grand nombre de foyers. Donc, commencer à en parler, qu'est-ce que c'est qu'un produit psychoactif? Essayer d'expliquer pour que le jeune prenne conscience des enjeux. C'est même pas une question, j'ai envie de dire, de consommer ou pas consommer, c'est une question des enjeux des consommations et des limites dans les consommations. Et si je peux me permettre, c'est super important ce que vous venez de dire à la fin, là, les limites, enfin tout était important, mais les limites, ça revient à l'idée de mettre un cadre et des règles. Alors on sait que les règles sont faites pour être transgressées à cet âge-là, il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand même mettre un cadre, des règles, parce que certains
ne franchiront pas les règles, l'interdit, parce que c'est dans leur culture, dans leur tempérament, ils respectent la règle, bon, très bien. Et puis ceux qui vont franchir la règle et transgresser l'interdit, c'est après coup de dire, bon, là, tu vois, tu n'as pas respecté le jeu, donc qu'est-ce qu'on fait je te prive d'une soirée, je te prive d'une sortie. Et puis, si la personne, elle transgresse une fois la règle, 2 fois, 3 fois, mais que finalement, ça se répète, c'est bien qu'on est aussi dans un risque de perte de contrôle. On en revient à cette idée de perte de contrôle. Il y a la nécessité de tomber dans un usage Dans un mésusage. systématique. Un mésusage, ouais. Un mésusage, donc systématique, en fait, de substances. Si la personne, elle n'arrive pas à se contrôler et qu'elle transgresse toujours la règle, c'est quand même... on peut commencer à se poser des questions. Et donc là, on revient à ce qu'on disait, c'est d'éviter d'être dans le jugement, mais dans quels sont les effets que tu recherches. Est-ce que quand tu consommes, tu recherches un côté stimulant, euphorisant, tu as plus confiance en toi. Par exemple, moi, je sais que quand j'allais en boîte, j'étais hyper timide et tout ça, et je n'arrivais pas à danser si je buvais pas 1 ou 2 verres de vodka ou de rhum avant. Et consommer avec modération. Et c'est une forme d'addiction contrôlée, on va dire. C'était contrôlé, j'étais pas encore dans l'addiction, mais on est bien dans cet effet stimulant, euphorisant, recherché. Donc, est-ce que tu recherches au contraire un effet apaisant avec des substances comme le cannabis ou des opiacés ou autres, parce que tu es en stress, tu es en angoisse. Donc, qu'est-ce que cette consommation ou ce comportement, parce que le porno, je reviens là-dessus, mais c'est hyper présent chez les jeunes. Qu'est-ce que tu recherches derrière? Quels sont les effets que ça t'apporte? Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver ces effets autrement, en fait? D'ailleurs, il y a différents produits pour différents types de recherche de sensations. On prend l'alcool, chez les jeunes en tout cas, on est plus dans une approche qui est festive. Le cannabis, ça va être peut-être autre chose, non? Et les attentes sont un peu différentes, Claire? Alors oui, après c'est vraiment très variable, on va dire, d'un groupe culturel à l'autre, d'un mode de vie à l'autre. Parce que le cannabis peut aussi avoir un côté festif chez les jeunes. L'alcool, c'est devenu, on va dire, presque tellement banal qu'il faut passer au stade du dessus et que ce qui va faire la différence entre le petit et le grand, c'est toi, tu prends du cannabis, toi, t'en prends pas. Mais c'est aussi effectivement recherché pour... mais ça, c'est plus presque chez les jeunes qui vont consommer seuls pour l'effet apaisant. L'effet apaisant, c'est pas forcément ce qui va être recherché directement en soirée, où on va plutôt être dans quelque chose de festif. Donc là, on n'est plus dans la consommation sociale, on est dans la consommation qui est vraiment en recherche de gestion de d'un surstress ou une anxiété importante, où le jeune va se sentir calmé en fait par la substance. Avec tous les effets négatifs que ça peut avoir, il faut le rappeler, sur le cerveau, et oui, notamment sur le développement. C'est ça, et la grosse difficulté, c'est aussi ce qu'on peut évoquer dans les addictions, c'est aussi la vulnérabilité, le terrain familial. C'est-à-dire que s'il y a des pathologies mentales dans la famille, par exemple, s'il y a de la schizophrénie dans la famille, eh ben, la personne, si c'est l'enfant, même le neveu, consomme du cannabis, eh bien, le risque de développer une schizophrénie sur une consommation de cannabis est bien plus important que chez une personne qui n'a pas d'antécédents familiaux de schizophrénie, par exemple. D'accord. Et nous passons maintenant à notre séquence Parlons psy, parlons vrai. Donc avec toi, Claire, on a quelques questions de nos auditeurs et des personnes qui suivent le projet Link. Alors j'en ai déjà une pour toi. Comment un parent peut-il savoir si son ado a simplement testé ou s'il est en train de développer une addiction? La frontière n'est pas toujours évidente à évaluer au moment où on passe de l'un à l'autre. Mais globalement, il y a 2 aspects importants. Donc, comme Jérôme l'a dit, il y a la perte de contrôle. Et puis, il y a les conséquences négatives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune n'arrive pas à arrêter quand il le souhaite, et à partir du moment où les consommations ont un effet négatif sur un des aspects de sa vie, donc que ce soit scolaire, étudiant, amical, familial, et chez les jeunes, un peu moins jeunes, professionnels, là, c'est qu'il y a un problème. Merci. Alors, une autre question pour toi. Quelle est la meilleure façon d'en parler avec son ado? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut aborder avant même qu'il soit concerné? Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut anticiper et expliquer les risques pour que l'adolescent, même l'enfant, comprenne un petit peu les enjeux qui sont derrière ça, que ce n'est pas simplement une interdiction pour interdire, mais c'est que les conséquences peuvent être catastrophiques. Donc, on dit quoi à son jeune? Alors, par exemple, on aborde le sujet de l'alcool, on lui dit tiens, tu vas à une soirée vendredi, c'est une des premières soirées que tu fais, tu vas être confronté à de l'alcool. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, surtout, tu consommes pas?
Non, parce qu'on sait très bien que plus on va dire ça, plus justement le jeune va être poussé à consommer. Et c'est de dire, mais attention, l'alcool, c'est pas parce que c'est en vente libre que c'est quelque chose qui est sans conséquence et dont la consommation est anodine. Si tu consommes trop d'alcool, eh bien en fait, tu ne vas même pas pouvoir profiter de ta soirée parce que tu vas être tellement mal que tu vas même plus t'en souvenir. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, profiter d'une soirée, montrer que il peut y avoir très rapidement des effets négatifs. Et donc de dire, il faut finalement, c'est un apprentissage, apprendre à consommer de l'alcool pour que ça reste un plaisir et un partage. D'accord, donc on tient quand même un discours ouvert. Tout à fait. D'accord. Une autre question également, quelle attitude adopter face à la pression sociale et aux soirées? Parce qu'en effet, beaucoup de jeunes consomment en groupe et en particulier pendant les soirées. Comment est-ce qu'ils doivent se positionner, ces jeunes? C'est compliqué, hein, face aux autres. Alors après, ça dépend de la posture que le jeune a envie de prendre. Si c'est un jeune qui veut, par principe, ne pas consommer ou s'il veut être dans une consommation régulée. Parce qu'évidemment, s'il ne veut pas du tout consommer et qu'il fréquente un groupe de consommateurs, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, il va y avoir une disparité, on va dire, dans le moment de partage. Et en général, ça ne dure pas. C'est-à-dire que les jeunes aussi, ils se créent des groupes en fonction de ce qu'ils vont partager, de leur appétence, le partage de passion, et aussi le partage de produits. Oui, voilà, c'est ça. Si par contre, il s'agit de dire comment je vais avec mes amis, mais je gère ma consommation, c'est j'apprends à connaître mes propres limites. Et c'est pas parce que les autres n'ont pas les mêmes limites que je vais changer les miennes. D'accord. Donc en fait, en effet, on revient sur le principe de l'environnement dans lequel le jeune évolue, qui peut avoir évidemment, qui peut être très incitatif en fait pour tomber dans ce type de comportement addictif. Complètement. Dernière question pour toi, Claire. Comment poser des limites sans que l'ado se braque? Eh bien, essayer qu'il comprenne l'enjeu de ses limites. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que plus on va expliquer, plus l'ado va comprendre quels sont les enjeux, plus respecter ses limites vont devenir pour lui quelque chose d'évident. Parce qu'il va avoir en tête les conséquences potentielles. Voilà. D'ailleurs, je reviens sur cette statistique qui est intéressante. 52% des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir perdu le contrôle au cours du dernier mois suite à l'usage de substances. L'alcool en premier plan, qui est en premier plan, ça représente aussi beaucoup de dangers pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'on a les risques d'accidents, d'agression sexuelle. On devient une vraie proie, en fait, quand on perd le contrôle. C'est ça, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire expliquer à son jeune, dire mais qu'est-ce que ça t'apporte de perdre le contrôle, en fait? Et de se rendre compte que ça n'apporte rien, en fait. On bascule dans une dimension qui n'apporte plus rien. La consommation n'apporte plus rien. Si on est dans une perte de contrôle, si on ne se souvient plus, on se souvient plus, ça n'a plus de plaisir. Effectivement, on devient extrêmement vulnérable. Quel est l'intérêt? Merci Claire pour ces questions. Alors justement, on va revenir sur en fait, les motivations de ces jeunes en fait, à consommer différents types de substances. Vous, Jérôme, on va parler un peu des facteurs de risque dans votre expérience, dans l'expérience familiale que vous avez vécue. Qu'est-ce qui, selon vous, a pu inciter en fait, autant à tomber dans l'usage de produits dangereux en fait? Alors tout ça, je l'ai compris et découvert avec le film et bien après finalement le décès de mon frère. Il y a des choses dont j'ai pris conscience assez tardivement. Et la première chose pour laquelle je m'en suis longtemps voulu, pour laquelle j'ai ressenti de la culpabilité de ne pas l'avoir compris avant, c'était les angoisses en fait de mon frère. Je me souviens qu'une fois mon frère était dans un état, comme je lui disais à ce moment-là, je lui dis ouais, t'as fait le con, et il me dit tu fais chier, je peux rien te cacher. Et en fait, il y a bien une chose qui m'avait caché, ou du moins que moi j'avais pas compris, ce que j'avais pas vu, dont j'avais pas pris conscience de l'ampleur, c'est ces angoisses. Et alors ça, plus tard, j'ai compris en fait que les substances, ça venait calmer aussi ces angoisses. Mais comme on le disait, l'addiction, ça serait trop facile de trouver une cause et de tout expliquer avec cette cause. Donc, les angoisses ne sont qu'une partie de l'explication. Après, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que voilà, mon frère, nous on est dans une région de Champagne, une culture très terrienne, avec une tradition qui est que l'aîné de la famille reprend généralement l'exploitation. Et mon frère, c'était pas fait pour lui, en fait, très clairement. Donc il l'a fait à la fois par facilité, j'ai envie de dire, ça lui évitait de se poser trop de questions, mais même si c'était pas facile de faire ça par rapport à ses envies. Et il l'a fait un peu par pression aussi. Donc ça, c'est le deuxième facteur, c'est l'environnement qui n'était pas bon. Et puis, je lui ai demandé un jour, mais alors comment s'est passé la première fois que tu avais consommé
Et donc, bon, tout ça, c'est très, très progressif, hein, bien sûr. Ça commence par de l'alcool, le cannabis, et puis après des substances dites plus dures, même si aujourd'hui, on fait moins la distinction entre drogue dure et autres, donc cocaïne, héroïne, etc. Et il m'a dit, bah voilà, j'étais avec un groupe de copains, à force de leur dire, allez, faites pas les cons, tout, bah, il m'a dit, j'ai essayé. Et puis bon, bah, je pense que quand il a essayé, il a dû avoir cet effet splash, enfin ce super effet par rapport à ce dont il n'avait pas encore conscience, hein, mais ses angoisses, son mal-être avec l'environnement, tout ça. Et puis, une personne, plus elle est vulnérable, plus elle a malheureusement tendance à aller vers des substances addictogènes ou très fortes en termes d'addiction, et notamment l'héroïne, le crack et autres. Et donc, mon frère, c'est pareil, il m'a dit qu'il avait tout essayé, donc il allait vers ces substances plus addictogènes. Donc voilà un petit peu pour essayer à la lumière des 3 familles de facteurs, d'explications, pour comprendre ce qui s'est passé chez lui. Après, sur le côté familial, on va dire héréditaire, même s'il n'y a pas de gène de l'addiction en tant que tel, mais il peut y avoir un terrain héréditaire. Je sais que dans ma famille, autour de nous, il y a eu pas mal de problèmes d'alcool aussi. C'est pas trop dit, c'est pas trop su, mais il y a des problèmes d'alcool. Donc, je reviens sur ce que disait Claire à juste titre, c'est qu'il faut aussi être prudent par rapport à ses antécédents familiaux. Et d'ailleurs, en termes de prévention, aujourd'hui, il y a des programmes qui travaillent sur les familles, le côté intergénérationnel, ce qui peut se jouer entre les générations. Et moi, j'y crois beaucoup à cette idée de regarder sur l'intergénérationnel, et en termes de prévention, développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire travailler la confiance en soi, la liberté de jugement. Vous parliez tout à l'heure de l'influence du groupe. Comment je fais face à un groupe qui consomme? Eh ben, c'est essayer de tenir. Si j'ai pas envie d'être avec eux, je vais pas avec eux. Et moi, je suis très vigilant sur ce point avec ma fille. Elle n'a que 14 ans aujourd'hui, mais quand elle me dit, avec mes copines, elles pensent ci, elles pensent ça, on va faire ça. Et je dis, mais toi, qu'est-ce que tu penses au fond de toi? Est-ce que tu as envie de le faire, ça, toi, ton avis? Et je suis très, très vigilant sur cette liberté de jugement, sur le fait d'imposer son opinion, enfin, au moins d'écouter la sienne et de la respecter, si ce n'est de l'imposer aux autres. Donc voilà, donc ça, ce sont des... Voilà, à la fois pour répondre à votre question sur comment ça a germé dans ma famille, et qu'est-ce que j'en ai retiré, ce sur quoi j'essaye d'être vigilant aujourd'hui. Alors justement, toujours chez ces jeunes qui consomment aujourd'hui beaucoup, hein, beaucoup de substances, euh, Claire, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'influence des réseaux sociaux et justement et des tendances? Là, on sait que par exemple, il y a une tendance qui s'est développée ces dernières années qu'on appelle le binge drinking, où l'objectif est de boire beaucoup très vite pour se mettre mal. Enfin, c'est des phénomènes qu'on retrouve, cette recherche d'excès permanent, c'est quelque chose que tu vois plus qu'avant aujourd'hui au niveau des jeunes? C'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, d'une certaine façon, viennent rajouter un terrain de jeu. D'une certaine façon, c'est un terrain un peu de challenge. Et de même qu'on voit ça dans tous les domaines, mais dans le domaine, en fait, quand je dis tous les domaines, c'est finalement le domaine de la prise de risque en général. Prise de risque par des expériences, mais ça peut être par des produits, ou ça peut être des gens qui vont faire des sauts de plus en plus haut. En fait, il y a une surenchère sur la prise de risque. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que finalement, Une compétition, quoi. Voilà, c'est c'est celui ça. qui ira le plus loin, le plus C'est vite, ça. qui en boira le Et plus. qui du coup percera le plus. On a eu d'ailleurs un rendez-vous chez une plateforme hier, et ils nous expliquaient qu'ils avaient un gros problème avec des challenges sur les prises de médicaments, sur celui qui prendrait le plus de paracétamol pour aller le plus loin, et c'est des challenges qui se lancent sur les réseaux. Donc ça c'est un effet qui n'est pas assez contrôlé encore, certainement, sur les plateformes. Ces trends, ce qu'on appelle nous des trends sur les réseaux, ces trends qui les poussent à aller toujours plus haut, Qui repoussent la limite à chaque fois. Mais pour montrer aux autres que finalement ils sont plus forts qu'eux, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Donc c'est un comportement plus masculin ou féminin, d'ailleurs, où on est un peu sur les deux? Alors, de manière générale, c'est vrai que les prises de risque, on les voit plus du côté masculin, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, finalement, il y a quand même la disparité a tendance à s'amenuiser. Et il y a la prise de risque, mais aussi les comportements à risque. Et là, il y a ce bouquin Génération anxieuse, un best-seller aux États-Unis là, qui vient d'être traduit en français. Et par rapport aux réseaux sociaux et aux jeunes, il montrait que les prises de risque chez les garçons et chez les filles n'étaient pas les mêmes. Alors, je ne suis pas aussi expert que vous là-dessus, mais de ce que j'ai retenu, c'est que chez les filles, on est plus dans l'automutilation, enfin des choses comme ça. Et chez les garçons, on va plus être dans des comportements à risque comme ceux que vous évoquiez, quoi. Donc les conséquences entre filles et garçons ne sont pas
a priori, d'après ce bouquin, les mêmes via les réseaux sociaux. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, Claire. Oui, disons que les garçons vont plus être sur le côté, on va dire, de la transgression, alors que les filles vont plutôt être sur le versant, on va dire, auto-agressivité. Après, Alors, ça reste des tendances. Évidemment, un des facteurs qui pousse aussi à la consommation, c'est l'accessibilité de toutes ces substances. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est très simple pour tout le monde de se procurer tout un tas de produits. Moi, je reprends l'exemple des ballons de protoxyde d'azote qui sont hyper dangereux. Et où là, on doit rappeler, on doit sensibiliser ces jeunes. Moi, je sais que j'ai eu dans mes enfants, je sais que la consommation de ce type de produits, et je leur ai montré une fois un documentaire sur les effets que ça pouvait avoir avec des jeunes qui sont retrouvés avec des troubles neurologiques à vie, Bien sûr. avec un usage. Pas un usage quotidien, juste avec un usage. C'est un peu la loterie, j'ai l'impression, ce produit. Ça peut très mal se passer tout de suite, en fait, ce produit. On a un vrai rôle, nous aussi, à sensibiliser nos jeunes, mais à les sensibiliser donc avec des vrais contenus, des contenus des témoignages, en fait. Complètement. Parce que ça, le protoxyde d'azote, moi, je sais qu'ils en proposaient dans des discothèques, dans des boîtes de nuit, où ils venaient ils vendaient des ballons. Vous avez des vendeurs de ballons de protoxyde d'azote dans les boîtes de nuit. Alors, je crois que ça a été interdit depuis. Mais je parle de ça, c'était il y a 2 ans. Hein. C'est pas si vieux. Donc là aussi, c'est cette accessibilité qui pose problème. En fait, c'est banalisé, c'est accessible. Voilà, c'est devenu un peu la norme. On fait plus une soirée sans alcool, on fait plus une soirée sans cannabis. Est-ce qu'on constate quand même ce phénomène de banalisation de l'usage de ces substances? Bien sûr, et puis après, il y a le côté aussi légal, c'est-à-dire que finalement, l'alcool est en vente libre, c'est légal. Consommer de l'alcool, c'est légal. Protoxyde d'azote, c'est aussi en vente libre, finalement, on peut en trouver dans les magasins. Et donc, ça enlève un frein. Alors que c'est vrai que dès qu'on passe du côté de l'illégal, ça peut être un peu plus compliqué, ça peut être un frein pour certains. Mais même certains ne sont pas au courant. En fait, en réalité. Alors, il y a un vrai sujet sur la légalisation ou pas du cannabis. Bien sûr. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Personne n'a vraiment de réponse sur est-ce que c'est bénéfique parce que c'est plus encadré, est-ce que c'est plus dangereux, est-ce que ça a justement banalisé l'accès aux produits. Là, il y a un vrai débat. Hein. Je crois que personne n'arrivera jamais à mettre personne d'accord là-dessus. Non, c'est clair. En fait, moi, la seule conviction que j'ai là-dessus, c'est que si on légalise, c'est qu'il faut une politique globale. En Allemagne, quand ils légalisent, ou au Québec, au Canada, ils le font pas n'importe comment. C'est-à-dire que c'est certains magasins, certains lieux agréés. C'est accompagné d'une vraie politique de prévention. C'est-à-dire que les jeunes, on va les informer sur les conséquences des produits. Ceux qui vendent les substances, donc ça va être des magasins plus ou moins publics, par exemple au Canada. L'interdiction de la publicité pour ça à proximité des écoles. Enfin, il y a tout un encadrement, exactement un cadre. Et une politique de prévention. Et nous, en France, on est toujours en train de dire pour ou contre. Mais non, c'est pas ça la vraie question. C'est quelle politique globale on met autour. Si on le fait, comment on le fait, quoi. Exactement. Comment on accompagne justement. Mais la prévention est tellement le parent pauvre de notre culture, quel que soit le sujet. On en sait quelque chose chez nous. Donc, on en est malheureusement très loin. Vous parliez beaucoup de la connaissance des produits, des substances. Aujourd'hui, avec Internet... les jeunes, ils en savent beaucoup plus que la majorité des gens qui font des interventions de prévention. Enfin, c'est les retours sur le terrain que j'ai, moi. Et par contre, augmenter la connaissance, c'est bien, ça fait réfléchir. Mais et nous, c'est ce qu'on a voulu expérimenter et faire avec le film Tout pour être heureux, c'est jouer sur la carte des émotions et montrer l'impact sur l'entourage. Et ça, c'est une nouvelle façon de faire de la prévention aussi, qui touche vraiment les jeunes, parce que quelles que soient les consommations, quel que soit le consommateur, souvent ils sont auto-centrés et donc ils se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils font sur les autres. Et quand ils en prennent conscience, ils disent ah ben merde, peut-être que je pensais pas que et il faudrait peut-être que je fasse un peu plus gaffe, que je fasse attention. J'ai pas envie de faire mal à mon entourage et tout ça. Donc c'est une autre façon aussi de jouer. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs personnes addictes là dans des projections du film qui me disaient pour moi l'addiction c'est la maladie des émotions, et j'ai bien aimé aussi cette définition. Et je trouve que jouer la carte des émotions, de façon générale, c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, on est... Voilà, par exemple, ça fait réagir. Ouais. Ça fait réagir. Merci Jérôme. On va passer maintenant à un petit jeu avec vous, qui est le 60 secondes challenge. Je vais vous poser des questions. Avec moi ? Oui, avec vous. Ah bon, je n'étais pas au courant de ça. Il faut quelques surprises. Et vous allez répondre par vrai ou faux. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors... Il y a des bonnes réponses ou pas ? C'est la réponse qui vous semble la plus appropriée. Voilà, en fait. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, c'est parti. Les drogues douces comme le cannabis ne présentent aucun danger pour la santé. Faux. Un ado qui teste l'alcool ou le cannabis deviendra forcément accro plus tard. Faux.
Les jeunes consomment souvent pour s'intégrer dans un groupe. C'est vrai et faux, ça dépend des motivations. Ça dépend des motivations. Les parents ne peuvent rien faire pour empêcher un ado de consommer. Faux. L'alcool est plus dangereux pour un ado que pour un adulte. Vrai. Les écrans et les réseaux sociaux ont un rôle de banalisation des substances psychoactives. Oui, vrai. Si un ado consomme, il faut immédiatement lui interdire de sortir et lui confisquer son téléphone. Faux. L'addiction est uniquement une question de volonté, il suffit de vouloir arrêter. Faux. Le cerveau des adolescents est plus sensible aux addictions que celui des adultes. Vrai. Il vaut mieux que les parents interdisent complètement plutôt que d'essayer d'encadrer la consommation. Allez, faux. Faux. On est d'accord, moi je suis d'accord. Ouais. Claire, Oui, d'accord de aussi. toute façon, on n'empêchera jamais Ça sert à un rien. jeune qui a envie de consommer. L'interdiction de bête et consommer. méchante en général, ça va nulle part. Merci Jean, ça c'était pas trop dur. Non, je suis crevé là. C'est épuisant, hein. Ces 10 questions, elles sont épuisantes. On va aborder maintenant le dernier thème, le dernier thème du podcast, qui est justement l'accompagnement. Comment est-ce qu'on accompagne pour les parents? Donc là, c'est vraiment plus sous forme de conseils, sans paniquer face à tous ces dangers, parce que là, c'est vrai qu'on peut faire peur un peu quand on parle de ça. Les parents vont se dire, waouh, même alors mes enfants, ils vont voir ci, ils vont voir ça. Les dangers, ils risquent de finir comme si. Non, c'est pas, on peut pas. Il faut pas qu'on soit aussi vindicatif, je dirais, dans l'approche. Et c'est ça vraiment un petit peu le mot de la fin, je dirais, de ce podcast. C'est justement comment est-ce qu'on va repérer les signes de consommation occasionnelle par rapport justement à des problèmes plus graves. On a parlé tout à l'heure des comportements, des changements de comportement. À partir de quel âge on peut avoir aussi, ça c'est un sujet, à partir de quel âge on peut voir ce type de comportement commencer à arriver? Est-ce qu'il y a un âge pour les addictions? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge? Ça peut commencer jeune? Ça peut commencer très jeune. Un enfant dont les parents sont eux-mêmes consommateurs, il peut commencer très jeune à consommer. Donc il y a un vrai effet sur justement sur les parents, enfin sur l'attitude et justement les addictions des parents. Il y a un vrai effet qui va se répliquer chez les jeunes. Eh bien oui, c'est la question de l'environnement. Si on est dans un environnement de consommateur, on a bien plus de risques de devenir soi-même consommateur. Puisque ça fait partie finalement du mode de vie. Et aujourd'hui, on sait, on parlait tout à l'heure des chiffres, on a 1,2 million de consommateurs de cocaïne en France, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc beaucoup d'adultes. C'est les dernières stats qui sont tombées, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que finalement, ça concerne beaucoup de parents, en fait, qui sont eux-mêmes consommateurs et qui finalement vont donner un modèle qui peut être un modèle qui va emmener leurs jeunes dans des comportements similaires. Tout à fait, c'est possible. Et l'alcool, on a des stats sur la consommation d'alcool chez les adultes, la consommation excessive. 1,6 million de personnes addictes à l'alcool. Certains addictologues disent qu'une personne qui consomme, c'est 5 personnes dans l'entourage qui sont concernées et impliquées. Ça, c'est pour montrer l'impact sur l'entourage. Donc, voilà, ce sont des millions de personnes en France. Et c'est aussi pourquoi il faut aller sur des politiques de prévention. Vous parliez des parents qui consomment. En fait, généralement, on pourrait parler d'exemplarité. Hein. Quel exemple les parents montrent-ils à leurs enfants, quoi. Ah, mais alors on n'a pas tendance justement en tant que parent à vouloir avoir une interdiction bête et méchante en disant mais regarde, moi je consomme pas, donc toi tu n'as pas le droit de consommer. Est-ce que c'est pas un peu le danger? Est-ce qu'on peut pas justement montrer un côté plus modéré en fait dans son comportement, c'est-à-dire qu'on garde le contrôle finalement de ce qu'on fait et qu'on est capable de s'en passer? Est-ce que c'est vers ça qu'on doit plutôt tendre au niveau de nos discours? Sauf que comme le disait et le rappelait Claire, un cerveau d'un jeune de 16 ans n'est pas le même qu'un cerveau d'un adulte de 30, 40, 50 ou plus ans. Et le problème de l'adolescence, c'est que le cerveau est en évolution, en construction, voilà. Et donc, dans un monde idéal, on sait qu'il ne faudrait pas consommer avant 25 ans. Mais voilà, c'est un monde idéal. Donc, la différence, elle est aussi là. C'est que ça n'existait pas déjà notre génération. On est d'accord. C'est pas un phénomène qui est nouveau non plus. Et je crois qu'il faut quand même le rappeler. On n'est pas dans des phénomènes qui sont nouveaux. Par contre, on dirait qu'on est dans une consommation plus large de substances dites plus dures qu'avant. C'est-à-dire que des produits comme la cocaïne, par exemple, qui sont devenus très accessibles aujourd'hui, faciles à trouver. Il suffit d'aller sur un réseau social et on trouve des gens c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu... Et les jeunes savent très bien comment trouver ce type de substance. Disons que c'est sûr que les réseaux sociaux et le téléphone portable, évidemment, a fluidifié les échanges. Voilà, et rend l'accessibilité beaucoup plus importante et beaucoup plus jeune. Par exemple, au cannabis. On sait que le cannabis
plus c'est consommé jeune, plus il y a de risque de développement d'une addiction et plus il y a d'effets en fait, sur le cerveau et donc sur le comportement. Alors moi j'ai une question, on dit que justement l'environnement dans lequel le jeune évolue peut influer sa capacité à tomber dans des addictions. Mais est-ce que c'est produit pour produit? C'est-à-dire des parents qui consomment de l'alcool, le jeune va avoir tendance à consommer de l'alcool? Ou est-ce que le fait qu'il consomme une substance de manière régulière va l'inciter à en consommer une, la même ou une autre, de manière régulière? Je pense en particulier au fait qu'en France, on soit le plus gros pays consommateur d'anxiolytiques. Notamment chez les parents, beaucoup d'adultes prennent des médicaments pour dormir de manière régulière, de manière systématique. Est-ce que ça, ce ne sont pas aussi des comportements addictifs qui peuvent inciter leurs enfants à s'orienter vers des comportements à risque? C'est possible, il y a une question effectivement de reproduction d'un modèle comportemental. Après, il faut voir dans quelles conditions, entre guillemets, les parents consomment. C'est-à-dire que s'ils prennent un traitement anxiolytique le soir pour dormir, si c'est dans leur table de chevet et que voilà, il n'y a pas forcément de raison que ça ait un impact directement. Après, quand on a un parent qui consomme un paquet de cigarettes par jour, oui, forcément, l'enfant baigne dans un milieu de consommation. Bon, voilà, donc ça, c'est important quand même de souligner ces différents points. Et enfin, un point... Après, point, c'est que les substances évoluent énormément. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle drogue de synthèse par semaine qui existe, qui serait créée. Donc, la question, elle est aussi au-delà de la substance ou du comportement. C'est vraiment avoir une politique plus globale de prévention des risques. On a toujours tendance à vouloir en faire un sujet technique avec la substance. Moi, je pense qu'il faut aussi être sur le registre de la prévention avec, encore une fois, qu'est-ce que tu recherches derrière tout ça. Parce qu'après, dans l'expérimentation, on est d'accord qu'il y a quand même des expérimentations qui sont plus ou moins à risque. Notamment, on sait que certains produits aujourd'hui qui sont très en vogue aux États-Unis peuvent en fait rendre addict dès la première utilisation. Et c'est ça aussi qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que l'addiction, elle démarre au premier essai. Donc là, malheureusement, c'est des substances qu'on voit arriver aussi en Europe aujourd'hui. C'est sûr qu'en fait, toutes les substances n'engendrent pas le même niveau addictif. En fait. D'accord. Donc le pire dans l'expérimentation du jeune, en fait, c'est vers ces substances les plus addictives. Celle dont il aura du mal, en fait, à... Mais la plus addictive, c'est la nicotine. Ouais. Mais qui est peut-être celle qui a le moins d'effets directs à court terme, en tout cas, sur la santé du jeune. Enfin, je sais pas si... Je dis pas que c'est bien, hein, attention, hein, je dis pas que c'est bien, mais qu'est-ce qu'on... Face à un jeune qui consomme de la nicotine, face à un jeune qui va consommer des drogues dures, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes incidences. Sont pas du tout les mêmes. Ce sont pas les mêmes incidences dans sa vie, en fait. Et tout ça, après, on n'est jamais à l'abri d'un cancer qui se développe à 30 ans. C'est vrai. Donc, et ça, c'est la roulette russe. Et donc, encore une fois, on incite surtout à rien et on dit que tout ça, c'est à éviter autant que possible. Mais dans l'échelle de la gravité et des conséquences, on doit aussi avoir cette mesure, nous, en tant que parents, par rapport à nos jeunes. Bien sûr, la temporalité des conséquences. Exactement. Très bien, mais je vous remercie. Un dernier point avant de conclure. On a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les parents, pour les jeunes. Elles sont souvent difficiles à identifier, à trouver. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes vers qui on peut s'orienter quand on a un problème avec ces jeunes, avec ces ados, par rapport à ce type de comportement? Est-ce que Claire, tu as quelques pistes à nous donner? Alors, il y a les centres de soins, ce qu'on appelle les XAPA, qui sont des centres d'accompagnement pour les personnes addictes. Il y a les maisons des adolescents, où on peut aussi recevoir les adolescents pour des problèmes de type addiction. Et puis après, évidemment, toute la question de l'orientation va être en fonction de là où le jeune en est dans son parcours. D'accord. Donc c'est le médecin peut-être qui va l'orienter? Le médecin traitant, dans un premier temps, il a aussi un rôle de prévention, de délivrance d'informations. Puis bien sûr, Internet, on peut chercher des ressources, des numéros, des Jérôme peut-être. En fait, la dernière projection ciné-débat du film, il y a une personne dans le public qui rappelait l'existence de Drogue Info Service. En France, on a ce service très utile qui a un premier contact quasiment 24/24, presque, anonyme. Et voilà, donc pas hésiter à... Aussi bien pour le jeune consommateur que pour les parents qui recherchent de la ressource. Oui, après, ils vous orientent. Peut-être que le jeune il va être orienté vers les consultations jeunes consommateurs. Les parents vont peut-être être orientés vers un groupe de parole. Il y a des groupes de parole maintenant pour les parents qui se développent aussi. Donc, après, il y a une segmentation plus fine qui est faite. Mais voilà, la première ressource, c'est celle-ci. En tout cas, en France, elle est très accessible, quoi.
Très bien, mais nous arrivons à la fin de cet épisode. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que la consommation de substances chez le jeune est une réalité qu'il ne faut ni dramatiser ni banaliser. L'expérimentation fait partie du développement adolescent, mais notre rôle, en tant que parents, n'est pas d'interdire à tout prix, mais d'accompagner, éduquer et de rester à l'écoute. Plutôt que d'espérer que notre ado ne touche jamais à l'alcool ou à d'autres substances, posons-nous les bonnes questions. Mon ado se sent-il suffisamment en confiance pour m'en parler? Connaît-il les risques réels liés à la consommation? Et pourquoi consomme-t-il? Est-ce par curiosité, par pression sociale ou pour masquer un mal-être? Le plus important, c'est d'ouvrir le dialogue, d'éviter la diabolisation et de leur donner les clés pour faire des choix éclairés. Prévenir, c'est éduquer, informer et poser un cadre clair, sans couper la communication. Merci à notre invité Jérôme Adam pour votre témoignage si précieux et à toi, Dr Claire Morin, pour l'éclairage médical sur ces questions essentielles. Merci à toi, Kershom. Merci. Plaisir. En description, vous trouverez des ressources utiles pour aller plus loin et accompagner vos ados face aux risques liés aux substances psychoactives. Voilà, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à nous laisser des commentaires et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de l'Art d'être parent.